La première fois que j'ai entendu quelqu'un évoquer un bunker pour 2026, je faisais simplement la queue dans un café. 2 hommes se tenaient devant moi. Costume noir impeccable, lunettes de soleil, posture rigide. Ils avaient l'air de personnages sortis d'un film, presque caricaturaux, comme s'ils jouaient un rôle. « Et il faudra que la nouvelle version soit prête à temps », disait l'un. L'autre acquiesçait calmement. Ils parlaient comme on parle de délais de chantier, de livraison prévue, de contraintes techniques. Rien dans leur ton ne trahissait l'urgence ou l'excentricité. J'ai pris mon café et je suis reparti sans un mot. Je ne suis pas du genre à fraterniser avec des concurrents. Mon métier consiste à concevoir des structures souterraines. Je ne coule pas le béton, je ne conduis pas de machines lourdes. Je reste derrière un bureau, à tracer des lignes que d'autres transformeront en murs, des pièces, des couloirs, des systèmes mécaniques, des plans de renforcement, des accès. C'est un travail précis, presque chirurgical. Les gens imaginent souvent les bunkers comme des lieux spectaculaires, des portes d'acier épaisses, des lumières d'alerte, une esthétique militaire. En réalité, la plupart ressemblent simplement à des sous-sols qui ont continué à s'agrandir, encore et encore. Pendant longtemps, c'est exactement ce qu'ils étaient. Des abris anti-tempête, des pièces sécurisées, des refuges temporaires. Les clients voulaient un endroit solide pour les incendies, les tornades, les cambriolages. Un espace calme, protégé, rien de plus. Puis, les demandes ont commencé à évoluer. À peu près au même moment, les médias ont commencé à parler plus souvent de riches personnalités construisant sous terre. L'exemple le plus visible fut celui de Mark Zuckerberg. Des documents publics révélaient que sa propriété à Hawaï incluait un vaste complexe privé, relié à une structure souterraine. Les plans mentionnaient du béton armé, des accès contrôlés, des systèmes indépendants. Interrogé à ce sujet, il avait simplement parlé d'un abri contre les tempêtes, une mesure de précaution. La majorité des gens avaient accepté cette explication sans y réfléchir davantage. Dans mon milieu, personne n'y a cru. Parce que l'ampleur d'un tel projet ne se décide pas sur un coup de tête, ce n'est pas quelque chose que l'on ajoute par précaution, et Zuckerberg n'était pas un cas isolé. Sam Altman, par exemple, a déjà évoqué publiquement sa préparation à des scénarios extrêmes. Il a parlé de sous-sols renforcés, de plans de contingence personnels, jamais avec peur, toujours avec méthode. Jeff Bezos, lui, n'en parle presque pas, mais certains reportages décrivent ses propriétés comme pensées pour l'isolement, l'autonomie et la discrétion. Les mots employés sont toujours les mêmes, sécurisé, privé, renforcé. Le mot bunker n'apparaît jamais. Et puis il y a tous les cas dont on ne parle pas. Des entrepreneurs, des consultants, des ingénieurs racontent en privé des histoires similaires. Des acheteurs fortunés acquérant de vastes terrains isolés, pas pour y vivre, pas pour des vacances, juste de la terre. En Nouvelle-Zélande, plusieurs cas documentés montrent des tentatives de construction souterraine sous couvert de permis agricoles ou de stockage. En surface, rien d'inhabituel. Sous terre, les projets étaient colossaux. Dans le Midwest américain, d'anciens silos de missiles vendus il y a des décennies ont été transformés en résidences privées. L'un des exemples les plus médiatisés a été reconstruit sur plusieurs niveaux, avec murs de béton massifs, systèmes énergétiques internes, réserves d'eau et accès contrôlé entre les étages. Les médias se sont attardés sur le luxe. Les dossiers techniques, eux, parlaient de survie. En Europe, certaines habitations sont littéralement creusées dans des collines ou des montagnes, proposées discrètement à une clientèle privée. On les décrit comme des maisons sécurisées. Les plans rappellent ceux de résidences haut de gamme. Les systèmes, eux, sont redondants, complexes, méticuleusement pensés. J'ai travaillé sur ce genre de projet. Au début, rien ne semblait inhabituel. Des sous-sols renforcés, des pièces cachées derrière de faux murs. Les déliants avaient toujours une explication prête. Troubles civils, catastrophes naturelles, pandémies. Les raisons importaient peu, les plans restaient les mêmes. Puis, avec le temps, les demandes ont changé. Les structures descendaient plus profondément. Les murs s'épaississaient. Les budgets n'étaient plus discutés. Les clients ne demandaient plus combien de temps cela prendrait, mais à quelle date serait terminé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour une entreprise spécialisée. Elle ne faisait aucune publicité. On la trouvait par recommandation. Leur domaine, clôture, portail, structure durcie, bâtiment conçu pour empêcher l'accès. On m'a engagé comme consultant, principalement pour du dessin technique et de la relecture. Rien de sensible, m'a-t-on dit. Le premier projet était désigné comme une unité de stockage sécurisée. Il disposait d'une alimentation redondante, d'air filtré et d'une pièce interne scellée sans aucune fenêtre. Le second projet suivait exactement la même logique. Le troisième aussi. Des états différents, des climats différents, des clients différents. Mais les ressemblances étaient troublantes. Même le vocabulaire évoluait. On ne parlait plus d'abri, on parlait d'unité. Unité A, unité centrale, unité inférieure, unité de service. L'entreprise adoptait ces termes sans commentaire. Puis, des dates ont commencé à apparaître dans les documents internes. Préparation opérationnelle. Restriction d'accès post-2026. Système certifié 2026. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, on m'a répondu que cela faisait partie d'une nouvelle norme.
Rien de plus. Personne n'a précisé laquelle. J'ai continué à travailler. Dans ce métier, on vous paye pour produire ce qui est demandé, pas pour poser des questions. Le contexte n'est pas censé être nécessaire. Jusqu'au jour où un jeu de plans révisé est arrivé, marqué « urgent », annoté en rouge, mis en évidence. La structure de base n'avait pas changé, mais plusieurs systèmes avaient été modifiés. Des itinéraires déplacés, des couches supplémentaires ajoutées, des composants remplacés. Une seule note accompagnait les documents. Appliquer ces mises à jour à toutes les constructions 2026. Ne pas discuter des changements sauf demande explicite. Il n'y avait pas de signature. À partir de là, j'ai commencé à comparer les projets plus attentivement. Différentes entreprises, des plans presque identiques, des échéances similaires. Certains éléments apparaissaient de plus en plus souvent, d'autres disparaissaient complètement. Quand je posais des questions, les réponses restaient floues. Un jour, j'ai demandé à un client ce qu'il comptait entreposer dans une pièce interne scellée. Il m'a répondu « du matériel ». Quand j'ai demandé lequel, il m'a simplement dit que ce n'était pas nécessaire que je le sache. J'ai ressorti d'anciens plans. Les premiers projets étaient simples. Les plus récents intégraient davantage de systèmes, davantage de solutions de secours, davantage de couches de protection. Aucun document n'expliquait pourquoi. Et malgré tout, je continuais à faire mon travail. Mais de plus en plus, ce que l'on me demandait de concevoir ressemblait moins à une simple précaution. Et de plus en plus, à une certitude. L'appel est arrivé alors que je fouillais l'arrière de mon pick-up, penché au-dessus d'une pile de plans roulés à la recherche d'un mètre que j'avais laissé tomber. Mon téléphone a vibré 2 fois. Numéro inconnu, indicatif de l'Ohio. J'ai coincé l'appareil entre mon épaule et le cadre de la porte. « Allô ?» La voix qui a répondu était nette, neutre, presque trop maîtrisée, comme si chaque mot avait été répété à l'avance. « Est-ce que je parle bien à Daniel ?» « Oui », ai-je répondu. « Je m'appelle Martin Hale. Un collègue m'a transmis vos coordonnées. Je possède une structure souterraine privée au sud de Cleveland. J'aimerais une inspection. Système, intégrité, niveau de préparation. » Il a marqué une pause, puis ajouté « Êtes-vous disponible cette semaine ?»« Je peux m'arranger », ai-je répondu. « De quelle taille parle-t-on ?»« Importante », a-t-il dit simplement. « Vous êtes très bien recommandé. Je préfère que vous la voyiez de vos propres yeux. » Je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer les plans à l'avance. « Vous aurez tout sur place », a-t-il répondu. « À votre arrivée, quelqu'un vous accueillera. Vous serez accompagné. Vous aurez accès à ce qui est nécessaire. » Il m'a donné une adresse et une heure. 2 jours plus tard, 9 heures précises. L'appel s'est terminé là. Je suis resté immobile un instant, le téléphone encore à la main, comme s'il allait m'expliquer ce qui venait de se passer. Il ne l'a pas fait. J'ai noté l'adresse malgré tout. 2 jours plus tard, je suis parti de North Olmsted avant 7 heures du matin. J'ai pris la 71 vers le sud, puis bifurqué sur des routes secondaires, exactement comme il me l'avait indiqué. Au début, rien d'inhabituel. Des entrepôts, des stations-service, des enseignes de diner. Puis progressivement, tout s'est effacé. Des champs plats, des arbres nus. À un moment, mon GPS n'affichait plus que des routes numérotées, sans nom, avec un simple point bleu avançant dans une grille sans repère. L'adresse m'a conduit sur une portion de route à 2 voies, sans accotement, aucun panneau, aucun portail, juste une entrée en gravier qui aurait pu appartenir à un agriculteur. Je me suis engagé. L'allée était longue, pas sinueuse, juste droite. Du gravier, un fossé peu profond de chaque côté. Au fur et à mesure que j'avançais, la propriété s'ouvrait autour de moi, bien plus vaste que ce que la route laissait deviner. Pelouse parfaitement entretenue, arbres espacés avec intention, pas laissés au hasard. La maison est apparue après 1 minute, moderne, pas immense, mais manifestement coûteuse. Rien d'ostentatoire, pas de pierres décoratives, pas de colonnes, rien qui crie richesse. Je me suis garé près d'un garage détaché. Un homme se tenait sur les marches de l'entrée, veste de costume, chemise blanche, sans cravate, les mains jointes devant lui comme s'il attendait depuis un moment déjà. Il est descendu à ma rencontre. « Daniel », a-t-il dit. « C'est moi. » Martin Hale m'a serré la main une fois, brièvement. « Merci d'être venu. J'apprécie que vous ayez fait le déplacement. »« Aucun souci », ai-je répondu. « Vous avez parlé d'une inspection. Vous souhaitez que je traite ça comme une mise en service complète ?»« Oui », a-t-il répondu. « Nous voulons confirmer que ce qui a été construit correspond aux spécifications et que les systèmes fonctionnent comme prévu. » Il a fait un geste de la main. « Par ici. » À l'intérieur, l'atmosphère était étrange. Pas froide au sens thermique, froide dans le silence. Aucun bruit de télévision, pas de musique, aucune odeur de cuisine, rien près de la porte. Les murs étaient presque nus, à l'exception d'une photographie de paysage impersonnel, le genre d'image que l'on trouve dans les hôtels. Hale ne m'a pas proposé de café, ni d'eau. Il ne m'a pas demandé comment s'était passé le trajet. Il a emprunté un couloir, puis
puis ouvert une porte qui ressemblait à celle d'un placard. Derrière, un escalier. Des marches de béton, assez larges pour 2 personnes côte à côte. Une rampe solidement fixée au mur. Des lumières encastrées tous les 3 mètres. Tout était propre, scellé, terminé. Aucun angle brut, aucun travail approximatif. Hale est descendu le premier. « C'est profond », a-t-il dit. « À quelle profondeur ?» ai-je demandé. « Vous verrez. » L'escalier ne descendait pas en ligne droite. Il avançait par sections avec des paliers réguliers. Chaque palier était identique au précédent. Même dimension, même éclairage, même inclinaison. Ce n'était pas un passage d'urgence, c'était un axe de circulation pensé pour un usage fréquent. Au bout d'1 minute, les sons de la maison avaient disparu. Plus de souffle de ventilation, plus de craquements, juste nos pas et le murmure discret de l'air circulant derrière les murs. J'ai levé les yeux une fois, la porte avait disparu depuis longtemps. Nous avons continué. L'air est devenu plus frais, plus sec. Une odeur de béton neuf et de plastique industriel flottait autour de nous. Cette odeur propre et morte que l'on retrouve dans les bâtiments filtrés après les heures de bureau. Sans réfléchir, j'ai regardé ma montre. 3 minutes de descente. Hale n'a pas ralenti. En bas, l'escalier débouchait sur un couloir au plafond plus haut que celui de la maison. Les murs étaient en béton mais recouverts de panneaux lisses, blancs, industriels. Le sol était en béton poli, parfaitement scellé. Pas luxueux, juste impeccablement exécuté. Le couloir s'étirait loin devant nous. Des portes alignées sur un côté, chacune marquée par une étiquette simple. Unité A, service mécanique A. Je me suis arrêté un instant, laissant mes yeux parcourir l'espace. C'est plus grand que ce que j'imaginais, ai-je dit. Hale a hoché la tête. C'est pour ça que vous êtes ici. J'ai sorti mon carnet et commencé, comme toujours, par la même chose. L'alimentation électrique d'abord, ai-je dit. Où se trouve l'entrée principale et le système de transfert? Il a pointé du doigt le fond du couloir. Par là. Nous avons dépassé 2 portes avant d'entrer dans une pièce qui semblait vivante, pas au sens figuré, vivante mécaniquement. Un bourdonnement grave et constant emplissait l'air, une vibration discrète que l'on ressentait davantage sous les pieds que dans les oreilles. 2 générateurs massifs reposaient sur des supports amortisseurs, chacun enfermé dans un caisson insonorisé. Les conduites de carburant étaient impeccablement alignées. Contre le mur opposé, une rangée de batteries industrielles était reliée à des onduleurs et à un tableau électrique digne d'un hôpital. Je me suis approché, examinant les étiquettes, les schémas, les redondances. 2 générateurs, ai-je dit, et ce parc de batteries, ce n'est pas une simple sauvegarde, c'est un système parallèle. Exact, a répondu Hale. Et le stockage de carburant? Il m'a conduit dans une pièce adjacente. Des réservoirs. Pas des bidons. Des cuves conçues pour rester en place pendant des années, sans manipulation fréquente. Le genre d'installation que l'on ne met en place que lorsqu'on ne prévoit pas de dépendre d'un réapprovisionnement extérieur. Admission d'air filtré, ai-je demandé? Oui. Démarrage manuel? Oui. Je notais tout. Je suis revenu vers les tableaux électriques. Chaque zone était identifiée clairement. Aucun scotch écrit à la main, aucun bricolage. Tout était professionnel, réfléchi, coûteux. On dirait une installation commerciale, ai-je remarqué. C'en est une, a répondu Hale. Qui a réalisé les travaux? Une entreprise qui comprend la notion de discrétion. Je n'ai pas insisté. Nous sommes passés à la ventilation. La salle de traitement de l'air était si propre qu'on aurait pu manger à même le sol. Pré-filtre, filtre EPA, une section dédiée à la filtration chimique. Des filtres de rechange emballés sous plastique scellé. Un système de dérivation permettant de contourner une unité en cas de panne. Combien d'entrées d'air? 4. Où sont-elles situées? Sur la propriété, cachées, protégées. Je peux les voir? Pas aujourd'hui. Je l'ai noté. L'eau est venue ensuite. Réservoir de stockage, traitement, canalisation surdimensionnée, pompe redondante, une unité UV, des pièces de rechange rangées dans des bacs étiquetés comme dans un atelier de maintenance. Tout est prévu pour une occupation prolongée, ai-je dit. Hale a hoché la tête. Pour combien de personnes? Suffisamment. Je n'ai pas discuté. Plus nous avancions, plus le plan s'ouvrait. Des couloirs menaient à des espaces de vie, pas des dortoirs, de vraies chambres, des lits, des bureaux, des rangements, des salles de bain spacieuses, une cuisine équipée de matériel professionnel, un garde-manger plus grand que mon premier appartement. Il y avait une salle médicale, des armoires scellées, une table,
de l'oxygène, des unités de réfrigération, une salle de communication avec des lignes câblées, des racks et un blindage intégré au mur. J'ai posé la main sur le panneau. Cage de Faraday? Oui. Je l'ai noté. Nous avons dépassé des portes marquées « Accès noyau »,« Unité inférieure ». Plus nous progressions, plus l'endroit ressemblait à une installation permanente, pas à un abri temporaire. Les plafonds restaient hauts, l'éclairage uniforme, la ventilation parfaitement équilibrée. Aucun point chaud, aucun air stagnant. Rien n'indiquait une structure conçue pour une nuit de tempête. Tout indiquait une installation pensée pour la durée. J'ai vérifié les systèmes incendie, les drains, les joints d'étanchéité au temps des portes. J'ai cherché des faiblesses. Je n'en ai pas trouvé. À un moment, je me suis arrêté et j'ai regardé Hal. « Depuis combien de temps est-ce en service ?»« Les systèmes ont été testés », a-t-il répondu. « Tout est opérationnel. »« Testé par qui ?» Il n'a pas répondu. Il a consulté sa montre, puis regardé vers l'un des couloirs. « J'ai quelque chose à régler à l'étage », a-t-il dit. « Je vais vous laisser terminer l'inspection. » Il a sorti une carte fine de sa veste et me l'a tendue. « Toutes les portes dont vous aurez besoin sont actives. Prenez votre temps. Je reviendrai quand vous aurez terminé. » Il s'est éloigné vers l'escalier. Le bruit de ses pas a persisté un moment, puis s'est fondu dans le ronronnement constant des systèmes. Je suis resté seul. Seul, au milieu de cet espace souterrain immense. J'ai repris l'inspection comme je l'aurais fait n'importe où. Vérification des joints, épaisseur des murs visible aux découpes techniques, évacuation au sol. Tout correspondait au reste. Aucun travail bâclé, aucun ajout de dernière minute. Certaines pièces étaient clairement prévues pour un usage quotidien. Des machines à laver solidement fixées, des étagères de stockage déjà étiquetées mais encore vides. Une zone de préparation alimentaire conçue pour fonctionner en continu, pas pour de simples rations d'urgence. L'unité inférieure s'étendait bien plus loin que prévu. Le couloir se resserrait légèrement, puis s'élargissait de nouveau. L'éclairage changeait, plus doux, plus diffus. Au bout, une seule pièce. La porte était ouverte. À l'intérieur, l'espace était plus vaste que les autres et presque vide. Des étagères longeaient un mur, une table de travail occupait un autre. Au centre, un pupitre métallique bas était solidement ancré au sol. Un livre reposait dessus. Je me suis arrêté sur le seuil. Le livre ne correspondait à rien d'autre dans la pièce. Il n'était ni rangé, ni protégé, ni identifié. Il était simplement là, posé, ouvert au milieu, comme si quelqu'un l'avait laissé exprès. Je me suis approché. Le papier était épais, rigide, plus dense que les ouvrages modernes. Les bords étaient irréguliers, coupés à la main. La reliure était pâle, tendue autour du dos. Sur la couverture, une forme de crâne était intégrée au matériau lui-même. Ce n'était pas un ornement ajouté. Je me suis penché sur les pages ouvertes. Le texte était dense, disposé en colonnes étroites. Des schémas précis s'inséraient entre les paragraphes. Des symboles revenaient avec régularité, disposés selon des motifs constants. Puis j'ai remarqué les illustrations. Des figures qui ne correspondaient pas à l'anatomie humaine. D'autres portaient des têtes cornues, des visages déformés. Le trait était minutieux, intentionnel, jamais abstrait. En haut de la page, un nombre apparaissait clairement. 2026. Je l'ai relu pour être sûr. Il faisait partie de la mise en page, aligné avec le texte, pas ajouté après coup. À cet instant, le reste du bunker a cessé d'exister pour moi. Je n'ai plus pensé au système, ni au mur, ni aux accès. Je n'ai pensé qu'à ce livre. Je suis resté immobile un long moment, la main posée sur le bord du pupitre, à observer les pages ouvertes. Les schémas, les figures, les symboles répétés sur les marges donnaient l'impression d'un ensemble structuré, presque méthodique. Rien n'évoquait un délire ou une improvisation. Tout semblait organisé, ordonné, comme un manuel destiné à être suivi étape par étape. Je n'ai pas tourné la page tout de suite. Les illustrations me retenaient. Certaines représentaient des corps impossibles,
des formes qui semblaient combiner hausse, angle et proportions étrangères à toute logique humaine. D'autres montraient des visages étirés, des têtes aux contours rigides, presque sculptés plutôt que dessinés. Puis, lentement, j'ai fait glisser mes doigts sous le coin de la page et je l'ai tournée. La page suivante ne contenait qu'un court texte, isolé au centre, écrit comme un poème ancien. Quand les serments anciens sont brisés et que les signes reviennent dans le ciel, ce qui fut scellé se lèvera, et le compte mènera à 26 lorsque les hommes tomberont. Sous ces vers, une illustration occupait toute la page. Un homme était agenouillé sur une terre nue, ses genoux s'enfonçaient dans le sol, ses mains étaient posées devant lui, doigts écartés, le corps penché vers l'avant. Sa tête était levée. Au-dessus de lui, très haut dans le ciel, un ange flottait. Il ne faisait pas face à l'homme. Ses ailes étaient déployées largement, occupant presque toute la scène. Leur taille écrasait la silhouette humaine en dessous. L'ange semblait déjà s'éloigner, tourné dans une direction opposée, comme s'il quittait la scène sans un regard en arrière. L'homme, lui, restait figé, regardant vers le haut. Je n'ai pas tourné la page immédiatement. Puis je l'ai fait. L'image suivante plongeait sous la surface de l'eau. Pas une vue de l'océan depuis le dessus, une coupe verticale. Le ciel, puis la mer, puis l'obscurité totale. La lumière disparaissait rapidement à mesure que la profondeur augmentait. La partie inférieure de la page était presque entièrement noire. Quelque chose occupait le centre. L'échelle était donnée par comparaison. Des navires étaient dessinés à la surface, réduits à de simples silhouettes. Un d'eux était fendu en deux, sa coque repliée vers l'intérieur. Un autre plongeait vers le bas, la poupe relevée, comme happée par une force invisible. Sous eux, un corps immense serpentait dans l'eau. La créature était gigantesque. Son corps s'enroulait lentement à travers la page, épais, blindé, chaque segment se superposant au suivant. Des crêtes parcouraient sa longueur comme des plaques empilées. La tête émergeait de l'obscurité, large, écrasée, en forme de coin. La bouche s'ouvrait verticalement, de la mâchoire inférieure jusqu'au sommet du crâne. À l'intérieur, des rangées de dents courtes et serrées formaient une masse compacte. Un seul œil était visible sur le côté de la tête, rond, pâle, fixe. Le corps disparaissait dans le noir en dessous, s'étendant au-delà de la page. J'ai tourné la page. L'eau avait disparu. Les pages suivantes représentaient le ciel. Un espace vide, sans nuages ni étoiles. Suspendues dans ce vide, des sphères parfaitement rondes flottaient. Certaines petites, d'autres plus grandes, toutes dessinées avec une précision clinique. Plusieurs étaient colorées d'un bleu lumineux. Une illustration montrait l'intérieur d'un cockpit d'avion. À travers le pare-brise, une sphère bleue flottait juste devant le nez de l'appareil, assez proche pour occuper presque tout le champ de vision. Une autre image la montrait longeant une aile, maintenant sa position sans dérive. D'autres pages suivaient. Des sphères au-dessus de l'océan, au-dessus de champs cultivés, près des côtes. Plusieurs dessins montraient une sphère bleue descendant droit dans la mer. La surface restait lisse, l'eau se refermait derrière elle sans remous. Les images restaient cohérentes, page après page. Je pensais aux témoignages de pilotes diffusés aux informations, aux vidéos publiées discrètement, aux récits d'objets lumineux entrant et sortant de l'océan. Les dessins correspondaient trop bien. Puis, le livre descendait sous terre. Les pages montraient des coupes de sol et de béton, des couches successives révélant des structures souterraines, murs, plafonds, armatures, pièces scellées. Tout était représenté avec une précision technique troublante. À l'extérieur de ces structures se tenaient des figures. Elles dépassaient largement les entrées. Mesurées par rapport aux portes, elles faisaient plusieurs mètres de haut. Leur corps était entièrement constitué d'os, rigides, fusionnés, allongés. Leur crâne était lisse, étiré, les orbites profondes. Les cages thoraciques formaient des cadres solides autour du torse. Les bras se terminaient par des doigts soudés, figés en griffes. Dans une illustration, une main osseuse était plaquée contre un mur de béton armé. Dans une autre, une figure se penchait vers une porte scellée, le crâne incliné, comme si elle cherchait un point d'entrée. Certaines images montraient plusieurs de ces êtres entourant une structure enterrée, planant juste au-dessus du sol, leurs ailes osseuses déployées. Les ailes étaient composées de segments d'os imbriqués, larges, rigides, impossibles à plier naturellement. Aucune image ne les montrait à l'intérieur. Toujours à l'extérieur, toujours contre les murs, toujours bloqués aux accès. J'ai tourné la page. Une immense créature serpentiforme occupait la suivante.
Son corps épais s'enroulait sur lui-même. Des écailles larges et lisses recouvraient sa peau. La tête était triangulaire, massive, les yeux, rouges, fixés droit devant eux. La bouche était ouverte. À l'intérieur, la gorge s'élargissait rapidement, profonde, lisse. Une illustration montrait un être humain à moitié englouti, les jambes encore visibles, le corps emprisonné par les anneaux. Une autre montrait un second corps entièrement avalé, dessiné à l'intérieur du serpent. La dernière image ne montrait plus que la créature seule. Son corps était plus épais. Ses yeux rouges semblaient me regarder. J'ai tourné la page. La page suivante ne comportait aucune illustration. En haut, centré, un seul mot apparaissait. Simple, dépouillé, sans fioriture. Survie. En dessous, quelques vers étaient disposés à l'écart du reste du texte, comme une formule ancienne, presque rituelle. Garde l'or près de toi lorsque le ciel devient rouge. Il achète du temps. Il achète l'humeur. L'argent brille pour l'os et le sang. Si tu frappes seul. Je l'ai lu une fois, puis une seconde. Or pour négocier. Argent pour tuer. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur la page. Malgré moi, des images récentes me sont revenues. Les graphiques financiers que je voyais apparaître partout. L'or qui montait lentement mais sûrement. L'argent qui bougeait de manière plus brutale, plus erratique, avec des pics inhabituels. Les explications étaient toujours les mêmes. Inflation, dette, banque centrale, instabilité économique. Jusqu'ici, cela m'avait suffi. Quelques jours plus tôt, une vidéo s'était lancée automatiquement pendant que je travaillais. Encore quelqu'un parlant de métaux précieux, de pénurie physique, de lingots introuvables. J'avais fait défiler sans vraiment écouter. Il tenait ce discours depuis des années. Mais cette fois, il avait raison. Debout dans cette pièce souterraine, face à ce livre, je me suis demandé combien de personnes savaient déjà, combien comprenaient ce qui se préparait réellement. J'ai pensé aux bunkers que j'avais dessinés, à ceux qui devenaient chaque année plus profonds, plus épais, plus autonomes, à ces salles de stockage laissées volontairement vides, des étagères propres, alignées, attendant quelque chose de précis. Je me suis demandé si la flambée des prix n'avait rien à voir avec des crises économiques classiques, si elle n'était pas liée au fait qu'un petit groupe de personnes savait qu'autre chose approchait, quelque chose de bien pire. J'ai fermé le livre. Il est resté posé sur le pupitre, immobile, comme s'il n'avait jamais été ouvert. La pièce n'a pas changé, le bunker non plus. Le béton, l'acier, les systèmes continuaient de fonctionner exactement comme avant. Et c'est précisément ce qui comptait. Aussi convaincantes que soient les pages, aussi précis que soient les dessins, ce n'était qu'un livre. Un objet étrange, dérangeant, mais un livre malgré tout. Pas une preuve, pas une donnée, pas une certitude scientifique. Des prophéties, il y en avait toujours eu, des prédictions de fin du monde, des dates fatidiques qui n'avaient jamais rien donné. Nous étions toujours là. Un livre ne pouvait pas expliquer les marchés financiers, ni les observations militaires, ni les images venues de l'océan, ni pourquoi des gens immensément riches construisaient désormais vers le bas plutôt que vers l'extérieur. Et pourtant, quelque chose me dérangeait. Les pages ne semblaient pas écrites pour convaincre, elles semblaient écrites pour consigner, comme un compte-rendu, pas comme un avertissement. Je me suis détourné du pupitre. « Vous l'avez lu ?» La voix venait de derrière moi. Je me suis retourné. L'homme en costume se tenait à quelques pas, les mains jointes devant lui, exactement comme lors de notre première rencontre. « Je suis désolé, ai-je dit aussitôt. Il était ouvert, je ne voulais pas. »« Ce n'est pas un problème, » a-t-il répondu calmement. C'était intentionnel. Il a regardé le livre, puis moi. « Je voulais que vous le voyiez. »« Vous parlez de cette histoire ?» ai-je dit. « J'ai lu quelques pages, c'est troublant, mais ce n'est qu'un livre. » Il ne m'a pas interrompu. Il a attendu que je n'ai plus rien à ajouter. « Venez, » a-t-il dit enfin. « Je veux vous montrer quelque chose. » Il s'est retourné sans s'attendre à ma réponse. Nous n'avons pas repris les couloirs principaux. Il m'a guidé par un passage de service que je n'avais pas encore inspecté. Plus étroit.
plafond plus bas. Éclairage plus espacé. Nous avons descendu un nouvel escalier. Ce niveau n'était pas fini comme les autres. Les murs étaient en béton brut. Pas de panneaux, pas de peinture. Le sol était nu, le son de nos pas résonnait davantage. Au bout du couloir, une seule porte. Acier épais, renforcé. Une petite fenêtre à hauteur des yeux, protégée par un verre lourd. Il s'est arrêté à côté. Je vais ouvrir le volet. A-t-il dit, ne regardez pas trop longtemps. Il a fait glisser le panneau. Quelque chose se trouvait derrière la vitre. Mon esprit a essayé de comprendre ce que je voyais. Il a échoué. La chose ne s'est pas approchée. Elle n'a pas réagi. Elle ne nous a pas regardés. Et c'est précisément ce qui a rendu la scène insupportable. Ma poitrine s'est serrée. Ma bouche s'est asséchée. Mes mains se sont crispées sans que je m'en rende compte. Chaque instant en moi me criait de reculer. Je l'ai fait. Ça suffit, ai-je dit. Il a refermé le volet immédiatement. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Je n'ai posé aucune question. Je ne voulais pas de réponse qui resterait gravée dans ma mémoire. Nous sommes remontés. Lorsque nous avons retrouvé les niveaux aménagés, le bunker m'a presque semblé normal en comparaison. Il s'est arrêté près du pupitre. Je vous ai fait venir parce que je ne maîtrise pas ces systèmes, a-t-il dit. L'énergie, l'air, l'eau, la redondance. Ce n'est pas mon domaine. Il a sorti 2 objets de sa veste. Des tickets rigides, recouverts d'une feuille dorée qui captait la lumière. Aucun texte, juste un nombre gravé. 2026. Il les a posés dans sa paume ouverte. Vous, a-t-il dit. Et une autre personne. Choisissez avec soin. Il a marqué une pause. Vous pouvez rester ici. Maintenir les systèmes. Veiller à ce que tout fonctionne comme prévu. Puis il est reparti vers l'escalier, sans se retourner. Ses pas se sont évanouis dans le bourdonnement du bunker. Et moi, je suis parti. La remontée m'a paru plus longue que la descente. L'escalier n'avait pas changé, les paliers étaient les mêmes, l'éclairage identique. Pourtant, tout me semblait différent, comme si quelque chose s'était déplacé, non pas dans le bunker, mais en moi. À l'extérieur, la propriété était inchangée. La maison silencieuse, le gravier sous mes pas. Mon camion m'attendait exactement là où je l'avais laissé. Je suis monté à l'intérieur, j'ai fermé la portière et j'ai démarré sans réfléchir. Je n'ai pas regardé en arrière en quittant l'allée. Je n'ai pas ralenti en retrouvant la route. Le trajet du retour s'est fait dans un silence total. Pas de radio, pas d'appel, aucun mot prononcé. Les champs défilaient, les arbres, les lignes droites sans fin. Tout paraissait normal et c'était presque dérangeant. Cela nous amène à maintenant. Si je raconte cette histoire, c'est parce que j'ai fait un choix. J'ai accepté son offre. Je pars avec mon fils, Julian. Il a 8 ans. La veille au soir, après le dîner, je me suis assis à côté de lui sur le canapé. J'ai pris un de ses livres sur l'étagère. Un vieux livre illustré. Un de ceux où des monstres apparaissent dans les images, toujours à l'arrière-plan, partiellement cachés, pendant que le texte fait semblant qu'il n'existe pas. Je lui ai dit que j'allais lire. Il s'est appuyé contre moi, observant les dessins pendant que je tournais les pages. Il ne parlait presque pas. Il suivait simplement l'histoire, levant la tête à chaque changement d'image. Quand nous sommes arrivés à la page où le monstre occupait presque tout l'espace, j'ai refermé le livre avant la fin. Je lui ai dit que nous allions partir bientôt. Pas pour un voyage, pas pour des vacances, pour aller quelque part où nous resterions un moment. Il a regardé le livre, puis moi. « Où est-ce qu'on va, papa ?»« Là où on sera en sécurité, » ai-je répondu, loin des monstres. Je lui ai expliqué que c'était un endroit construit pour protéger les gens, très profond sous terre. J'ai gardé une voix calme. Je lui ai dit qu'il pouvait emporter ce qu'il voulait tant que ça tenait dans un seul sac. Il a hoché la tête, s'est levé et est allé dans sa chambre. J'ai entendu les tiroirs s'ouvrir, le bruit d'une fermeture éclair. Quand il est revenu, son sac était à moitié plein, des vêtements mal pliés, et son livre de monstres glissé à l'intérieur. Je lui ai dit que nous partirions le matin. Il a acquiescé, puis est allé se coucher. Après qu'il se soit endormi, je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte à le regarder respirer.
je me suis répété que je faisais ce qu'un père était censé faire. Protéger, anticiper, agir avant qu'il ne soit trop tard. Le camion est prêt, le plein est fait. Nous partirons bientôt. Je n'avais pas prévu de prévenir qui que ce soit. Partir discrètement aurait été plus simple. Fermer la porte, s'éloigner, laisser le monde se débrouiller. Mais je n'y suis pas parvenu. Je ne pouvais pas vivre en sachant ce que j'avais vu, ce que j'avais compris, sans rien dire, sans au moins tenter de prévenir. Alors voilà mon avertissement. Les temps sont difficiles, l'argent manque, les relations aussi. Parlez aux gens autour de vous, à ceux en qui vous avez confiance, vos amis, vos voisins. Organisez-vous si vous le pouvez. Ne comptez pas sur le fait que tout fonctionnera comme avant. Choisissez un endroit, pensez à la nourriture, à l'abri, à la manière dont vous vous protégerez les uns les autres si nécessaire. N'attendez pas que quelqu'un d'autre s'en charge. Et si vous en avez la possibilité, procurez-vous de l'or ou de l'argent, même une seule pièce. Ce n'était pas présenté comme un conseil dans le livre. C'était présenté comme une condition de survie. Je ne sais pas exactement comment tout cela fonctionne, et à vrai dire, je ne suis pas sûr que les explications aient encore beaucoup d'importance. Peut-être que seule la préparation comptera. J'ai vu ce qui arrive. Faites ce que vous pouvez. Vraiment, faites ce que vous pouvez. Et préparez-vous.